Je m'appelle Jacques Ducarme et je suis référent départemental pour l'UPR. Où ils regardent dans Google si j'ai pas écrit trop de bêtises, ce qui a pu m'arriver. Les forêts, il y a déjà 2/3 de forêts privées en France. Et puis après, on peut étudier aussi Annie-la-Croix-Ris. Alors, je m'appelle Jacques Ducarme et je suis référent départemental pour l'UPR. Donc l'UPR, c'est l'Union populaire républicaine, le parti de François Asselineau, plus connu sous ce nom-là, qu'on trouve sur internet sur upr.fr. Et je suis donc référent départemental. Ça veut dire que je ne suis pas encore délégué. Pour être délégué, il faut avoir plus d'1 an d'ancienneté, avoir fait ses preuves plus d'1 an. Pour être référent, il faut un casier judiciaire vierge, il faut 2 ou 3 témoignages de militants comme quoi je suis apte à remplir les missions. Et puis ensuite ça passe à Paris par une commission où ils regardent dans Google si j'ai pas écrit trop de bêtises. Ce qui a pu m'arriver comme j'étais dans mon passé syndicaliste, donc j'ai écrit pas mal de choses qui traînent encore sur Google. La privatisation plutôt de l'ONF, hein, parce que les forêts, il y a déjà 2/3 de forêts privées en France, ça ne change pas vraiment. Mais c'est la privatisation rampante de l'ONF qui est enclenchée depuis bien longtemps et qui petit à petit s'avance vers un système toujours plus compatible avec le privé, on va dire. C'est un petit peu comme comme dans les écluses, hein. On remet le niveau pour que les bateaux puissent passer. Et là, on fait baisser le niveau des prestations de l'ONF pour qu'à un moment donné, les privés soient aussi bons que l'ONF. Donc on supprime les moyens financiers, les moyens personnels. Il y a de moins en moins de forestiers sur le terrain. Donc il y arrivera un moment donné où les privés vont faire aussi bien, sinon mieux que l'ONF. Et donc à l'UPR, on a des gens de gauche et des gens plutôt de droite. Et quand certains disent qu'Asselineau a dit qu'il n'était ni de gauche ni de droite, ça c'est une vaste blague pour se moquer de lui, puisque la gauche et la droite, ça se définit aussi par le placement dans l'hémicycle, la moitié d'un cercle à l'Assemblée nationale. Donc se sont mis à gauche ceux qui sont plutôt pour la solidarité, se sont mis à droite ceux qui sont plutôt pour la concurrence. Et ceux qui veulent se moquer de Asselineau, qui dit qu'il y a à l'UPR des gens de gauche et de droite, ceux qui veulent se moquer disent Asselineau il n'est ni de gauche ni de droite. Alors il est où? Il est nulle part. Donc ça, bon, c'est évidemment pour se moquer et pour tourner en dérision la réalité. Donc le clivage droite-gauche pour l'UPR n'est plus valable. Le clivage droite-gauche existe, la gauche et la droite existent, mais ce n'est pas un clivage qui est fondamental à l'UPR, puisque l'UPR c'est un mouvement qui est destiné à sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, et je n'oublie l'Union européenne et de l'euro bien sûr. Et l'euro va avec l'Union européenne, puisque l'Union européenne est en grande partie faite pour l'euro, pour qu'il y ait un grand marché où les bénéfices puissent se faire sans frein, sans règles. Voilà. Mais bon, on va peut-être en reparler plus tard encore de l'euro et de l'Union européenne. Il faut écouter Valérie Burgot qui en parle mieux que moi. Donc mon exposé aujourd'hui va s'appeler « Pourquoi le modèle britannique est-il antidémocratique ?» et derrière le libéralisme, la dictature des institutions britanniques. Il y a une division qui apparaît entre les globalistes qui veulent un capitalisme mondial, donc faire des bénéfices là où ça va le plus vite, où ils peuvent gagner le plus d'argent, partout dans le monde. Donc en gros, là où il y a une forte croissance et puis où les salaires sont bas, où les contraintes environnementales sont faibles. Et puis, il y a maintenant apparaissent, comme Trump semblerait, même si ce n'est pas ma tasse de thé, il semblerait que Trump soit territorial. C'est-à-dire que comme il représente un peu les manias de l'immobilier, il est donc
il a donc intérêt à valoriser le patrimoine immobilier. Et le patrimoine immobilier d'un pays ne peut être valorisé que si la classe moyenne a de l'argent. Si l'industrie s'effondre, si la classe moyenne s'effondre financièrement, si le patrimoine va baisser. Et donc dans ces territoriaux, il peut y avoir tous ceux qui ont des maisons, tous ceux qui ont des forêts, tous ceux qui ont des châteaux, tous ceux qui ont des vignes, ceux qui ont des terres. Et jusqu'à maintenant, tous ces gens de droite se font baratiner, je dirais, idéologiquement suivent les grands médias qui sont possédés par des globalistes qui, eux, ont des avoirs, ont des capitaux partout dans le monde, qui circulent et qui veulent absolument que tout soit ouvert de façon à ce que les capitaux puissent aller se placer là où c'est le plus rentable. Donc là, il y a quelque chose à suivre, puisque l'UPR aurait intérêt à s'allier avec les territoriaux, au moins temporairement, le temps de sortir. Et on a vu, alors Valérie Burgot explique qu'en Grande-Bretagne, il y a eu une alliance entre les globalistes et les territoriaux pour sortir, pour le Brexit. Parce que les Anglais veulent être encore plus libres à travers la sortie de l'Union européenne, ils veulent être encore plus libres pour aller faire du commerce à l'extérieur. Mais, si on regarde bien, il y avait aussi des territoriaux, ne serait-ce que les pêcheurs, par exemple, qui défendent leurs droits nationaux à pêcher en Grande-Bretagne et qui voulaient sortir de l'Union européenne, qui fait des négociations commerciales qui sont toujours au profit des dominants, donc souvent c'est les Allemands puisqu'ils trustent tous les postes, et aux dépens soit des Anglais, soit des Français, soit des Italiens, ou pire des Grecs, quoi. Donc là, ça c'est un clivage qui est nouveau, mais qu'il est important de suivre, et j'invite ceux qui vont regarder cette vidéo à visionner les vidéos de Valérie Burgot qui en parle savamment. Que faut-il penser de la politique du gouvernement Macron? Alors, bon, Macron c'est un globaliste, hein, ça se voit, qui a été promu par des médias globalistes. Bon, sinon Macron, moi j'ai pas de, comment dire, j'ai pas les bases pour apprécier ce qu'il fait. J'aime pas le théâtre, il y a certaines musiques que je comprends pas non plus. Et la faculté qu'il a de dire exactement le contraire de ce qu'il fait, j'arrive pas à apprécier, quoi. Parce que, mais c'est peut-être faute d'éducation. Je pense que c'est du grand art, ce qui fait réussir à dire avec conviction exactement le contraire de ce qu'il pense ou exactement le contraire de ce qu'il fait. C'est quand même c'est une performance et je pense qu'il a été choisi pour ça. Mais bon, personnellement, je n'arrive pas à apprécier, donc je regarde jamais Macron. Je préfère la vérité. Il fait même encore mieux, il arrive dans une phrase à dire tout et son contraire. En plus. Et en même temps... Oui, mais ça c'est l'art des politiques, les hommes politiques, c'est de faire plaisir à tout le monde sans rien dire. D'ailleurs, il faut écouter, comment il s'appelle, celui qui fait les conférences gesticulées, Franck Lepage. Franck Lepage, qui avec des mots ronflants là, peut faire un discours qui ne veut rien dire, mais qui fait quand même plaisir à tout le monde. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. C'est énorme. Vous n'avez jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile, hein. Lui utilise à tout casser, quoi, 5 mots, 6 mots, enfin vous voyez, vie associative, partenariat, développement local, enfin, le préfet, s'il est là, il utilise 2 mots, lui, République, sécurité, enfin vous voyez. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc vous dites... Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil général, Monsieur le maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs,
c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle. Alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité, parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social. Et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Donc, moi, ça fait longtemps, en tant que syndicaliste, que j'ai essayé de comprendre un petit peu la politique. Et je me suis dit à un moment donné que j'arrivais à comprendre un petit peu quand je comprenais ce qui n'avait pas été dit dans un discours. Quand on écoute ce qui est dit, ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est quand on arrive à observer ce qui n'est pas dit dans le discours qu'on commence un peu à être moins bête que la veille. Selon toi, le nationalisme est-il responsable des guerres, en Europe notamment? Alors, le nationalisme, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà défini ce que c'est. Pour moi, le nationalisme, on en voit une bonne traduction dans les fans des clubs de foot. Hein, eux, ce sont des nationalistes qui sont pour l'équipe de France. On n'imagine pas des nationalistes décider la veille d'aller faire la guerre le lendemain. Hein, c'est un des moyens, avec peut-être la défense de la civilisation, la défense de la religion, un des faux moyens pour faire la guerre, mais ça suffit de loin pas. Et donc là, j'invite, pour comprendre les causes des guerres, c'est très complexe, pour comprendre les vraies causes, j'invite tout le monde à regarder les conférences de François Asselineau. Le système de la défense antimissile syrien. Ces tirs pourraient avoir pour but d'intimider le peuple syrien et désorganiser la communauté internationale. Les conférences de Jacques Powell. Un autre exemple, un autre avantage d'une guerre. C'est donc l'explication que se donnaient ces gens-là, c'était que la pauvreté, c'est la faute des pauvres. Ah oui. Ah oui. La pauvreté, c'est ce qu'on entend toujours. Oui, oui. C'est le fait qu'il y a trop de pauvres. Encore maintenant. Il y a trop de pauvres. En fait, il y a trop de peuples. Il y a trop de peuples. Il y a trop de gens au monde. Et on peut pas. Il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a pas assez de bouffe, pas assez de vin. Heureusement, en France, il y a toujours assez de vin. Pour tout le monde. Alors, c'est nécessaire, inévitable. Surtout que les pauvres se reproduisent. Incroyable. Beaucoup trop. Alors, les pauvres, ils en sont déjà trop. Ils se reproduisent. Comment arrêter ça? La guerre. La guerre. La guerre, c'est comme la chasse. En automne, il y a trop de cerfs, trop de sangliers. On diminue la quantité pour améliorer la qualité. Alors, mais on a les problèmes avec ce socialiste et tout ça, parce qu'il y en a de trop. Mais si on élimine la moitié, ce sera une meilleure qualité. Ils arrêteront de parler de ces bêtises de la révolution. Ça, ils deviendront malins. Alors... Et donc, c'est un monsieur d'origine belge, qui lit bien l'allemand, le français, qui habite au Canada dans la zone anglophone, et qui a étudié justement les causes des guerres, sous un aspect qui est un peu complémentaire, qui recoupe la conférence de François Asselineau au niveau des causes économiques, mais qui développe aussi les causes sociales. Et donc ça, c'est complémentaire et c'est à étudier. Et puis après, on peut étudier aussi Annie Lacroix-Ris. Et il est clair que la défaite de 1940 correspond bien à cette stratégie sur laquelle on nous interdit résolument de nous pencher, en particulier d'ailleurs depuis quelques années. Qui regarde un peu les causes religieuses, qui amène beaucoup de documents, qui a étudié pas mal d'archives. Et puis alors il y a
Alors dans mon passé de syndicaliste, j'ai un jour croisé un copain qui m'a dit « Mais tu devrais lire Autour d'une vie » un bouquin de Pierre Kropotkin qui est un anarchiste. Et puis à partir de là, je me suis un peu intéressé au père fondateur des anarchistes. Alors pareil, le mot anarchiste, c'est aussi un mot piège, qui se termine par iste, qui commence par A, privatis, donc qui veut dire tous ceux qui sont seulement contre l'autorité. En fait, si on lit les auteurs anarchistes du départ, c'est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus intéressant que les anarchistes qu'on peut croiser aujourd'hui. Et donc Pierre Kropotkin, Bakounine, Proudhon, c'est des gens qu'il faut lire. Et donc en ayant eu une ouverture sur les anarchistes, je me suis intéressé un petit peu à certaines vidéos qui racontaient la guerre d'Espagne vue par des anarchistes. Et donc là j'ai compris pourquoi Annie Lacroix-Rice, qui est une marxiste, ne parle jamais de la guerre d'Espagne. Parce qu'en fait, les Espagnols, les républicains et les anarchistes s'étaient alliés aux marxistes russes et avaient envoyé la plus grande réserve d'or européenne qu'ils possédaient à Moscou pour acheter des armes. Et Moscou n'a envoyé des armes, mais des armes relativement obsolètes et en nombre insuffisant. Et puis les marxistes, les communistes qui étaient en Espagne ont cassé le mouvement anarchiste. Il y a même eu des attentats, il y a eu des conflits internes. Donc ce qui fait que ensuite Franco, qui avait un pont aérien depuis l'Afrique, avec plein de moyens, des gros moyens militaires, Franco a gagné la guerre comme ça, assez facilement, a gagné la guerre comme ça. Alors, quand on se dit, mais oui, mais au fait, on nous a toujours dit que les Américains étaient venus pour rétablir la démocratie. Mais Franco, c'était un dictateur. Il est resté en Espagne jusqu'en 1970. Pareil au Portugal, jusqu'à la guerre des œillets, il y avait une dictature. Donc on se rend compte que finalement les deux empires russes et des USA étaient tout à fait de connivence, étaient d'accord pour garder la dictature en Espagne, du moment que c'était compatible avec le capitalisme. Aucune opposition, la démocratie dans ce cas-là, on s'en fiche. UPR Jura représente le département du Jura avec un certain nombre de militants. Et donc nous nous chargeons de défendre tout ce qui est dans la charte républicaine et puis de faire de la publicité, de coller des affiches, des choses comme ça, sachant que l'UPR c'est un mouvement provisoire qui aura vocation à disparaître le jour où le mouvement tel qu'il existe est provisoire, qui aura vocation à disparaître le jour où nous serons sortis. Mais bien sûr, il restera un noyau autour du président qui sera élu. Pour autant, pour le moment, les gens qui sont à l'UPR sont là pour défendre la triple sortie, sont là pour l'objectif prioritaire et ne sont pas nécessairement là pour défendre le programme présidentiel dans ses moindres détails. On est là pour pouvoir choisir. On n'est pas là pour avoir déjà choisi. Okay. Concrètement, quelle est la démarche du PR TV Jura? Alors, la démarche du PR TV Jura apporte sa goutte d'eau, sa pierre à l'édifice de la diversité des médias. Parce que donc, les médias qui ont fait élire Macron sont tenus par 9 milliardaires, des globalistes, qui ont certainement plus de richesses dans les autres pays que dans la France, même s'ils ont pignon sur rue en France, même si le nom est français. C'est des gens qui veulent faire des bénéfices au plan mondial et qui donc veulent faire venir des salariés qui ne respecteront pas nos conventions collectives, qui veulent pouvoir exporter les capitaux qu'on a mis des générations à accumuler dans les services publics ou d'une industrie. On achète une industrie et puis on revend les brevets parce qu'on fait du bénéfice ou on va monter une industrie ailleurs. Tout ça, c'est une politique globaliste qui est faite
qui est faite pour pouvoir accumuler le plus possible d'argent chez ceux qui en ont déjà beaucoup et dépouiller les travailleurs qui produisent concrètement et qui ont produit des infrastructures, des autoroutes, des chemins de fer, je ne sais pas quoi, des barrages, tout ça on est en train de privatiser et de le vendre aux plus offrants, donc aux plus riches. Et les globalistes, comme ils veulent faire un maximum de bénéfices, se fichent bien de savoir si ce sera des Chinois qui vont acheter ou des Américains ou des Russes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être copains avec les plus riches. Ce qu'ils commandent, c'est pas ni leur religion, ni leur nationalité, c'est leur richesse. En fait, ils sont esclaves de leur richesse, si on regarde bien. Ces globalistes n'ont plus rien à voir avec les riches qui possèdent 2-3 maisons, qui ont 2-3 bateaux et puis qui vont en vacances où ils veulent. C'est des riches qui ont une fortune tellement immense, qui sont au service ou qui ont ils sont au service d'un système, quoi. Et donc ils se font bouffer eux-mêmes. Ok. En conclusion, longue vie à l'UPR et longue vie à nos médias accessoires, on va dire, je ne sais pas comment il faut dire, alternatifs, nos médias alternatifs. Et donc UPR Jura donne la parole à tout le monde, veut donner la parole aux Gilets jaunes, mais à d'autres militants de l'UPR aussi. Je crois que, voilà, moi je ne suis pas professionnel de la parole, j'ai quand même réussi à dire à peu près ce que je voulais dire. Donc regardez UPR Jura, regardez UPR TV au niveau national, allez sur le site de upr.fr et puis sur Facebook et puis d'autres. Il ne faut pas se limiter à UPR, il faut rester ouvert et voilà.